Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette troisième leçon de cette dernière saison de mon cours, où nous allons traiter, je le disais, d'islam et de modernité. Et à l'accoutumée, bien sûr, vous verrez que je broderai autour de ces thèmes pour vous donner à la fois une idée générale de ce qui se passe pendant ces débuts de règne d'Abdulhamid et des exemples un peu plus pointus de la manière dont son autocratie va petit à petit se former et comment il va passer, ou du moins l'Empire va passer de la situation chaotique qui le caractérisait en 1876 à une certaine forme de stabilité. Je vous rappelle la stabilité politique et la stabilité économique et financière. Voilà deux aspects particulièrement importants de ce début de règne, pendant les premières années de son règne, qui vont lui permettre d'asseoir son autorité et de transformer son autorité en autocratie. Alors, comme d'habitude, bien sûr, j'ai été confronté au dilemme du circonciseur, comme je disais la dernière fois. Comment illustrer islam et modernité? Un Coran électronique, évidemment, ça n'est pas si difficile que ça, mais j'ai quand même choisi une image qui me paraît rendre bien l'essence de ce qui sera la politique d'Abdulhamid pendant son règne, celle de combiner effectivement la modernité dans l'État, la modernité dans les moyens déployés, utilisés par l'État, et une référence sous-jacente, constante, à l'islam comme la base de légitimité de son règne, de son pouvoir, en tant que sultan bien sûr, mais surtout en tant que calife, et par conséquent le cérémonial qu'il utilisait pour illustrer son rôle de calife. Donc la modernité de l'État, mais mise au service d'une nouvelle forme, une forme moderne, dirais-je, de l'expression de l'identité première de l'Empire et de son calife. J'ai donc choisi une image, voici donc la page de titre de mon cours, une image un peu plus tardive de la fin des années 90, parue encore une fois dans ces revues illustrées qui se délectaient de pouvoir montrer des scènes à la fois exotiques et intrigantes de l'Orient. L'Orient, l'Empire ottoman, Constantinople, sa capitale, et bien sûr son sultan, invisible. Je vous rappelle que le sultan n'est jamais dans les images. Ce n'est qu'en 1908, lorsqu'il sera renversé, ou plutôt forcé à accepter la Constitution, qu'il devra se montrer, qu'il devra procéder à une sorte de remise en compte de son identité visuelle et se présenter au public. Mais jusque-là, nous n'avons pas d'image de lui, mais ce ne sont pas les images qui manquent. Et celle-ci, je vous la donne sans le titre, vous reconnaîtrez peut-être déjà une image que je vous ai déjà montrée, celle du palais de Yıldız. Je vous le dis, c'est le centre névralgique du système. C'est le palais d'Abdulhamid qui se situe en haut de la colline de Beşiktaş, là où il se retranche, là où il s'isole, et là où il essaye de reproduire les fastes de l'Empire, les rituels de l'Empire, ceux qui sont considérés comme essentiel à la légitimité du sultan, notamment, vous avez déjà vu sur une carte postale ce qu'on appelle le Selamlık, la prière du vendredi, où il se donne en spectacle, ou du moins où il donne son pouvoir en spectacle, mais dans un environnement clos, un environnement bien protégé, celui de sa petite citadelle, de son petit palais situé sur les hauteurs de Beşiktaş.
Et vous voyez la légende de cette photo, le corps religieux, on ne sait jamais comment traduire les oulémas. Ouléma, c'est le pluriel de alim. Alim en arabe, provenant de la racine ayin lam mim, ilm, c'est la science. C'est la connaissance, c'est la science, mais c'est surtout la science dans le sens religieux du terme, donc c'est la vérité de la foi. Un alim, c'est quelqu'un qui la possède, c'est quelqu'un qui la pratique. Et ouléma, c'est un pluriel, les arabes pluriels sont assez compliqués, un peu mathématiques, ce qui les rend très intéressants, mais les Ottomans, comme vous le savez, ne pratiquant pas l'arabe, utilisent néanmoins des formules toutes faites et notamment des pluriels pour certains termes qui sont intraduisibles ou parce qu'ils ont trait à un aspect sacré de la religion, ne seront pas traduits, seront conservés dans l'état, conservés en arabe, dans la forme arabe. Donc, ouléma, pluriel d'alim, les savants, les théologiens, ceux qui appartiennent au clergé, avec des guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment de clergé en islam, il n'y a pas d'église en islam, mais il y a quand même une profession qui se spécialise dans les choses religieuses, et cela, bien sûr, puisqu'il s'agit de l'islam, cela va au-delà de la simple liturgie, des simples rituels, puisque une partie de l'éducation et presque la totalité de la justice sont incluses dans cette définition de la religion, de la pratique religieuse. Les oulémas, c'est donc un corps de fonctionnaires, disons, parce que les oulémas, dans le système ottoman depuis le XVIe siècle, sont des fonctionnaires d'État. Donc il y a une mainmise, un contrôle de l'État sur cette fonction, sur le clergé. Et ce sont des gens qui représentent donc la religion avec tout ce qu'elle symbolise dans le quotidien et dans la légitimité du système. On en voit un grand nombre ici en procession, puisqu'ils constituent, nous dit la légende, l'avant-garde de la caravane sacrée. La caravane sacrée, c'est aussi, ça fait partie aussi des rituels qui sont extrêmement importants dans la tradition ottomane, mais en particulier sous Abdulhamid. Pourquoi ? Parce que c'est une fonction qui revient au calife. C'est une fonction liée à l'entretien et à la protection des villes saintes, la Mecque et Médine, et la caravane sacrée, que l'on appelle en arabe et en turc surre ou surre alayı, alay c'est la procession, surre c'est le nom donné à cette procession en particulier. Ce sont les cadeaux que font les califes aux lieux saints, aux villes saintes, et notamment une couverture de la Kaaba qui est changée chaque année et qui comporte, alors c'est un objet de luxe, déjà la taille, vous imaginez bien, avec des inscriptions du Coran qui sont brodées au fil d'or tout au long de cette couverture. Cela fait partie donc des devoirs et des prérogatives du calife que d'envoyer chaque année, pendant la période de la Hajj, du pèlerinage à la Mecque, d'envoyer ces somptueux cadeaux à la Mecque. Et c'est une organisation majeure puisqu'elle commence à Istanbul, elle commence au palais. Nous avons des gravures du XVIIIe, XVIIe siècle qui représentent le départ de la caravane sacrée depuis le palais de Topkapı, le palais qu'occupaient les sultans jusqu'au XIXe siècle. Et Abdulhamid, qui tient à utiliser, voire même à abuser de son titre de calife dans la manière dont il se projette dans la diplomatie internationale et à l'intérieur de l'Empire en tant que calife des musulmans, calife de tous les musulmans, puisque c'est là l'enjeu premier du califat, c'est celui de transcender les limites de son propre empire et d'avoir un empire
spirituel qui regroupe tous les musulmans du globe. Et c'est quelque chose qu'il utilisera pour essayer de rivaliser avec les grandes puissances de l'époque, notamment les grandes puissances coloniales, surtout la France et la Grande-Bretagne, qui possèdent des colonies dont une grande partie se trouve dans des régions du globe habitées par des musulmans. Je pense à l'Inde, je pense à ce qui deviendra le Pakistan, le Sindh à l'époque, je pense à l'Algérie, je pense à la Tunisie, etc. Vous savez que l'Angleterre se disait, à la fin du XIXe siècle, le plus grand empire musulman du monde. C'était démographiquement vrai, même si politiquement, bien sûr, ça ne l'était pas. Donc la caravane sacrée est un rituel qu'Abdul Hamid va utiliser, exacerber, parce qu'il fait partie de l'image qu'il veut donner de lui-même et de son califat dans le monde entier. C'est donc quelque chose qui n'arrive qu'une fois par an et qui prend l'ampleur que vous voyez ici avec un grand nombre de spectateurs, un public devant qui ce rituel est réalisé. Un peu à la manière du rituel hebdomadaire de la prière du vendredi, mais avec encore plus de pompe. Donc, la tradition, l'islam, le calife réalisant son vœu le plus pieux, n'est-ce pas, chaque année, mais aussi la modernité. Et la modernité, elle se lie non pas dans l'accoutrement des oulémas, bien sûr, mais dans celui des autres participants à ce rituel, notamment les officiers que l'on voit dans ce costume moderne qui est caractéristique de l'armée ottomane, mais aussi des fonctionnaires ottomans depuis les années 1820, la fin des années 1820, avec les transformations, l'occidentalisation imposée par le haut par Mahmoud II. Mais au-delà de ces officiers, de ces fonctionnaires, dans leurs plus beaux atours, arborant des uniformes couverts de médailles et de décorations, vous avez bien sûr l'architecture qui, elle aussi, parle de modernité. Et qui, en parlant de modernité, combine encore une fois cette modernité avec l'islam. Vous avez à gauche la mosquée que vous reconnaissez probablement, même si l'angle est différent, la mosquée de Yıldız. Et je vous avais expliqué que cette mosquée, bâtie en 1885-86 pour les besoins justement du règne d'Abdulhamid, pour lui permettre de se produire chez lui, dans son palais, et ne pas avoir à se déplacer, ne pas avoir à prendre des risques comme ses prédécesseurs, il se produit à Yıldız dans un cadre qui est, encore une fois, traditionnel dans son symbolisme, mais extrêmement moderne dans sa conception. Je vous avais dit que cette mosquée était bâtie dans un style néo-gothique. C'est quelque chose qui a été découvert par les Ottomans, ou plutôt par une poignée d'architectes qui travaillaient pour le palais ottoman dans les années 1870 pour symboliser quelque chose d'oriental et même plus qu'oriental, islamique. Dans les années 60, lorsqu'on pratiquait l'alhambresque, l'accent était plutôt sur l'Orient. Abdulaziz voulait utiliser une grammaire de l'ornement, comme aurait dit Owen Jones, une grammaire de l'ornement qui faisait oriental. Il voulait se distinguer un peu de son prédécesseur, qui, lui, était un occidentaliste à l'extrême, Abdülmecid. Mais Abdulhamid va rechercher non seulement l'Orient, mais un peu plus que l'Orient, il va rechercher une forme d'islamité, de vision islamique, dont le vocabulaire va être pêché dans le néogothique. Pourquoi ? Parce que l'Europe est persuadée que le néogothique dérive de l'architecture musulmane arabe du Moyen-Âge. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais on y voit là une sorte de communion du style moderne adopté en Occident et de l'usage que veut en faire l'empereur des Ottomans en tant que calife. C'est
d'une lourdeur épouvantable, enfin chacun ses goûts, me direz-vous, mais c'est très lourd, c'est très mastoc, et ce qui faisait la particularité des mosquées ottomanes, le fait que les architectes du XVIe siècle, notamment Mimar Sinan, avaient revisité le modèle de la basilique de Sainte-Sophie en l'allégeant et en augmentant les espaces qui se retrouvaient regroupés sous une coupole et des demi-coupoles, ce style-là est remplacé par quelque chose de beaucoup plus mastoc, avec un bâtiment plus ou moins rectangulaire, une sorte de cube pratiquement, sur lequel on pose un dôme, mais un dôme qui est très réduit par rapport au volume du bâtiment et qui rappelle énormément, je vous l'avais dit la dernière fois, qui rappelle le style des églises orthodoxes, notamment en Grèce. Encore aujourd'hui, lorsque vous voyez un peu l'architecture des églises en Grèce, elle rappelle énormément ce modèle un peu balourd. Ou alors, un autre style religieux qui s'inspire de l'Orient, les synagogues ashkénazes en particulier, en Europe centrale. Vous en avez de très beaux exemples en Hongrie, en Allemagne, ils ont pour la plupart disparu, mais il y avait une fureur du mauresque utilisé pour symboliser la judaïté, l'identité juive des synagogues en Europe. Donc, un bâtiment moderne, mais ce n'est pas que le bâtiment, ce n'est pas que la mosquée, c'est ce qui se trouve à droite de l'image, la tour d'horloge. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose, et là, c'est quelque chose de purement séculier, de purement laïque, de profane. Il n'y a pas de rapport avec la religion. Il y a même, en fait, un écart avec la religion islamique. Vous savez que le calendrier islamique est différent du calendrier usuel, en ce qu'il est lunaire, et que par conséquent, il crée énormément de difficultés, puisqu'il n'a pas la régularité astronomique qu'ont les... puisque la Lune est quand même... mais solaire, et par conséquent saisonnière, qu'ont les calendriers en Occident. Par conséquent, il est très difficile de caler les dates dans le système islamique, puisqu'elles ne correspondent pas aux saisons. Il y a une perte de 11 jours chaque année du calendrier. Mais pis encore, c'est l'heure qui pose problème, ce qu'on appelle l'heure à la turque, qui est réglée par le soleil et par conséquent par l'appel à la prière le matin et le soir. On comptabilise les heures à partir du coucher du soleil. Et par conséquent, lorsque les journées sont courtes, ou lorsque les nuits sont courtes, les heures de la nuit ou les heures du jour ont tendance à se comprimer. Ce sont des heures à géométrie variable. Et par conséquent, c'est quelque chose qui ne se prête pas à ce qui est fondamental dans l'innovation technologique occidentale, les mécanismes des horloges et des montres. Et ce que vous voyez ici, on ne voit pas le haut du clocher, entre guillemets, c'est bien sûr un cadran occidental, à l'occidental. Et ça, c'est quelque chose que Abdulhamid va utiliser énormément pendant son règne, et notamment lors de son jubilé, le 25e anniversaire de son accession, de son événement, qu'il va célébrer dans tout l'Empire en y élevant des tours d'horloge. C'est son truc. Hein, bon, on comprend un peu le symbolisme, puisque c'est une manière d'imiter en quelque sorte la modernité et le symbolisme d'Occident sans avoir recours à ce que l'Occident utilise le plus souvent et qui pose problème dans un contexte islamique ou ottoman, les statues. Il n'y a pas de statues.
Les Ottomans n'ont pas pratiqué l'art de la statuaire, n'ont jamais ou presque jamais utilisé des statues. Ce n'est vraiment qu'avec la République qu'on commence à avoir, et on sait qu'on en a beaucoup, des statues du commandeur, Mustafa Kemal Atatürk. Et ça commence vraiment assez tard, vraiment avec la République. Jusque-là, pendant la période ottomane, la seule statue que l'on connaisse avec un semblant d'objectif public, c'est une statue équestre du sultan Abdulaziz, qu'il a commandée à un sculpteur anglais du nom de Fuller dans les années 1860, et qui a été très vite cachée dans un recoin du palais, parce qu'elle posait problème. On raconte même, et c'est probablement vrai, que lorsque la caisse contenant cette statue est arrivée à Istanbul, la mère du sultan, la Valide Sultan, Patevnial de son nom, horrifiée à la perspective de voir un tel blasphème décorer un palais ou une place à Constantinople, ordonna qu'elle fût jetée à l'eau. Et il fallut la repêcher du fond du Bosphore et, bien sûr, la cacher ensuite. Elle existe toujours, mais en plus, elle n'a rien de très impressionnant, puisque ce n'est même pas une statue équestre grandeur nature. C'est une miniature, si vous voulez. Donc, c'est intéressant. Enfin, je ne me lancerai pas, c'est un de mes projets en gestation, d'essayer de voir un peu comment les Ottomans gèrent la question des représentations tridimensionnelles, c'est-à-dire les statues. D'ailleurs, ils n'ont pas vraiment de mots pour les décrire. Ils utilisent souvent « statues » pour parler de statues. Ce n'est que relativement tard que Heikel, qui veut dire forme, va prendre sa place. Mais ces tours d'horloge, donc, sont un symbole de modernité, puisque le temps, c'est quelque chose qui se mesure, et c'est quelque chose qui mesure la modernité. N'oublions pas que la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier, c'est le temps du progrès, c'est le temps d'un progrès qui se mesure à la rapidité des moyens de communication et de transport. Jules Verne, n'est-ce pas? On minute la rapidité des déplacements. On mesure le temps, tout devient systématiquement casé dans une grille temporelle, horaire, qui contrôle pratiquement tout. Les transports, bien sûr, mais aussi les travaux de la bureaucratie, la présence au bureau, quelque chose qui jusque-là n'était pas vraiment contrôlé de la même manière. Et avec les Tanzimat, nous voyons que les Ottomans se mettent à la pratique bureaucratique que l'on connaît, la modernité, si vous voulez, du travail au bureau, en présentiel, à cette époque-là. Et ces tours d'horloge, ce sont donc des symboles de modernité. Donc cette image, si vous voulez, même si elle date du tournant du XXe siècle, elle rend bien cette combinaison de la modernité et de la modernité telle que Abdulhamid l'envisageait et telle qu'il l'utilisait dans la fabrique de son image, dans la manière dont il se donnait à voir à son environnement immédiat, c'est-à-dire le public qui se trouvait là, mais aussi au reste du monde, puisque ces images, vous l'avez vu, circulaient à travers les revues illustrées, les cartes postales, toutes sortes de moyens qui participent de la modernité, du progrès de cette période. Revenons en arrière. Voilà. Revenons en arrière. Vous vous souviendrez que j'avais laissé, je vous avais quitté sur cette image de la première séance du Parlement institué en 1877. Je vous rappelle donc une constitution qui est préparée à la hâte
et qui est promulgué en grande pompe à grands coups de canon le 23 décembre 1876 et qui est suivi ensuite par une tentative de monter le système parlementaire en organisant des élections. Alors, les élections sont extrêmement problématiques, on y reviendra. Mais avant cela, je vous avais dit que la Constitution en elle-même était bancale. Je vous avais donné l'exemple de la manière dont Abdulhamid s'était servi d'un article qu'il avait fait insérer à la dernière minute pour se débarrasser de Mithat Pacha, l'architecte du constitutionnalisme. Donc elle était très bancale, elle était fort peu développée, elle était surtout très biaisée envers l'exécutif et par conséquent laissait très peu de place au législatif. La législation était vraiment un des aspects mineurs de cette Constitution qui réglait avant tout les pouvoirs exécutifs du gouvernement et qui ne parvenait pas, on en a la preuve, à limiter vraiment le pouvoir, l'autorité, le bon vouloir du sultan. Mais cette Constitution, dont on parle depuis les années 1860, depuis la naissance de ce mouvement des jeunes Turcs, ceux qui deviendront par la suite les jeunes Ottomans lorsque la seconde génération de jeunes Turcs apparaîtra dans les années 90. Cette Constitution, elle est appelée des vœux de plusieurs groupes qui n'ont pas grand-chose en commun. Vous avez d'abord, et souvenez-vous, Mithat Pacha est en train de mobiliser les softas, les étudiants en théologie, lors de la fin de l'année 1875 et l'année 1876. Il se sert des remous créés par les démonstrations des softas pour destituer Abdulaziz, pour organiser le coup d'État qui va délégitimer Abdulaziz le 30 mai 1876. Donc vous avez d'abord un aspect islamique de la question. La Constitution est quelque chose que les activistes islamistes recherchent pour pouvoir mettre fin à la bureaucratie, à l'oligarchie, selon eux, des Tanzimat. Pourquoi ? Parce que cette oligarchie, celle qui s'est établie avec l'édit des Tanzimat en 1939, elle est en train de pratiquer une occidentalisation du pays par le haut, d'imposer de nouvelles normes, de nouvelles formes, de nouvelles règles. Et ces nouvelles formes, ces nouvelles normes ont tendance à aller dans le sens de la reconnaissance de l'égalité des non-musulmans. L'apogée de ce processus, c'est l'édit de 1856, l'édit dit des réformes, qui déclare officiellement, du moins sur le papier, l'égalité totale des non-musulmans et des musulmans. Et ça, c'est quelque chose qui dégoûte la majorité musulmane, puisque cela met fin à la suprématie de l'élément musulman. Donc un privilège qui s'en va, un privilège symbolique, puisque cette suprématie, elle n'est pas forcément économique, elle n'est pas financière, mais elle est symbolique. Et les symboles, ça compte, surtout dans une société qui est encore très traditionnelle. Donc vous avez un premier groupe qui est celui des islamistes qui voient dans la Constitution un moyen, ou dans le parlementarisme, un moyen de détrôner la bureaucratie des Tanzimat qui est en train de gérer, qui depuis plusieurs décennies gère le pays et qui l'engage dans la voie d'une modernité qui est à leur goût trop occidentale. Vous avez un deuxième groupe qui est celui des intellectuels, ceux qui participent de ce mouvement des jeunes Ottomans, et qui, eux, ont parfois
une vision de la communion entre le système parlementaire et le respect de l'islam, des gens comme Naam Kemal, comme Ali Souavi, des exilés des années 60 qui reviennent en 76 avec la chute d'Abdulaziz et qui veulent œuvrer pour l'établissement d'un système parlementaire, non pour vraiment démembrer les Tanzimat, mais en tout cas pour amener un système qui va mettre fin aux visées despotiques autocratiques des sultans et imposer un état de droit, mais un état de droit qui revendiquera quand même ses racines islamiques. Et puis vous avez les laïcs. Vous avez ceux qui, eux aussi, dégoûtés par l'autorité de la bureaucratie et celle du sultan Abdulaziz vers la fin de son règne, veulent voir éclore un système qui revendiquerait un parlementarisme, un constitutionnalisme à l'européenne et qui, par conséquent, permettrait de faire avancer encore plus la modernité tout en enracinant les principes d'un état de droit. Pour eux, l'égalité des non-musulmans n'est pas un risque, mais plutôt un objectif. Ils croient en la possibilité de créer une nation ottomane où tous les citoyens, représentés de manière équilibrée dans le système constitutionnel, se retrouveraient dans cette communion des communautés religieuses que la religion divisée, mais qu'une nation commune, qu'une patrie commune vont, disent-ils, réunifiés. Donc vous avez des courants extrêmement différents. Mithat Pacha est plutôt dans le camp des laïcs, c'est-à-dire qu'il a des visées très ambitieuses, c'est-à-dire qu'il est en train de construire aussi les assises de son propre pouvoir. Certains prétendent qu'il rêvait même de devenir président d'une république qui se défierait de la monarchie. En tout cas, il fait plutôt partie de l'aile occidentalisante de cette mouvance. Alors, tout cela, bien sûr, pose problème. Pourquoi ? Parce qu'il est difficile de trouver un terrain d'entente pour la rédaction d'un texte aussi fondamental qu'une constitution lorsque les principaux acteurs sont séparés par des visions divergentes de l'objectif premier de ce document et du système qui en découlerait. Et ce qui est gênant, c'est que dès 1876, c'est-à-dire dès que l'on voit poindre à l'horizon la possibilité d'une constitution, une opposition à la constitution va apparaître. Et elle va apparaître de nouveau de manière très divisée. Vous avez d'un côté les islamistes, puisqu'ils se rendent compte que la constitution dont ils rêvaient, la notion de meshveret, c'est-à-dire consultation dans la tradition islamique, est quelque chose qui était censé reposer sur l'islam, sur la charia, et sur la soumission des non-musulmans, comme par le passé en quelque sorte, à une loi, à des règles, à un système qui serait dominé par des corps consultatifs musulmans, faits de musulmans. Or, ils se rendent compte qu'au fur et à mesure, le texte de la Constitution et les plans du parlementarisme inclut les non-musulmans. D'autant plus qu'ils sentent bien, comme tout le monde, que c'est là l'un des points que les grandes puissances sont en train de pousser dans un contexte extrêmement instable, celui des rébellions et des insurrections et des guerres dans les Balkans.
Donc, pour les islamistes, même s'ils appuyaient les demandes de Mithat Pacha un an auparavant, ils déchantent assez rapidement et veulent par conséquent se débarrasser au plus vite d'un système qui irait dans un sens contraire à leurs propres objectifs. Vous avez bien sûr les grands noms des Tanzimat, les grands pachas, ceux qui, justement, font partie de cette élite qui, depuis 1839 à peu près, revendique le droit de changer le système, de changer la société, de tout changer, mais sans consultation autre qu'un minimum de consultation dans les provinces et surtout une consultation au sommet. Le Conseil d'État, par exemple, créé dans les années 1860, qui est un assemblage de dignitaires, de hauts dignitaires, qui se réunissent pour discuter de choses qu'ils vont eux-mêmes entreprendre. Il n'y a donc pas de consultation. C'est un système, les Tanzimat, c'est un système qui, encore une fois, croit en l'état de droit, mais pas dans le partage des responsabilités, la consultation des masses populaires. C'est un système extrêmement élitiste. Et par conséquent, tout ce qu'il envisage comme transformation va de haut en bas, s'impose par une clique, une oligarchie, disons-le, de hauts dignitaires qui ne sont pas corrompus économiquement. Il y a toujours une très forte distinction entre la fonction publique et l'entreprise. Ils ne magouillent pas, mais ils tiennent à maintenir leur monopole sur la politique et sur la manière dont l'Empire est géré. Pour eux, le véritable danger, c'est le sultan, bien sûr, mais c'est aussi la Constitution, puisque la Constitution, ou du moins les constitutionnalistes, depuis les années 60, ne font que revendiquer justement le droit de la population à être représentée pour pouvoir contrecarrer cet autoritarisme bureaucratique qui provient des échelons supérieurs de la bureaucratie. Et je vais vous en donner un exemple que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est un des personnages que j'ai, je crois, pistonné pendant tout mon cours. C'est d'ailleurs une citation que j'ai utilisée tout au début pendant mon inaugural, tellement je l'aime. Donc déjà, je vous prouve que je ne suis pas sénile et que je ne me répète pas, ou que je me répète en connaissance de cause. Mais surtout, c'est une citation sur laquelle on pourrait digresser pendant des heures, et vous connaissez mes capacités à le faire. Donc il s'agit d'Ethem Pacha, encore une fois, et je vous dis, je l'ai pistonné, ce n'est pas simplement parce que c'est mon bisaïeul. Une lettre qu'il écrit le 23 août... attendez, j'ai un pointeur quelque part... Ah voilà. Le 23 août, c'est intéressant d'ailleurs, on lit la date, je la lis pour vous, 23 Yelmuch Augustos 92, 23 août 92. Déjà, quand vous voyez Augustos, c'est que vous fonctionnez dans le calendrier solaire que les Ottomans utilisent, notamment pour ce qui est de l'administration financière, etc., puisque l'économie a du mal à se mettre au pas d'un calendrier lunaire. Ça ne marche pas. Bon. Mais il rajoute en plus Frengi, ce qui, en turc, veut dire soit syphilis, soit franc. Franc dans le sens d'européen. Vous voyez un peu la connexion entre les deux. Frengi, c'est-à-dire qu'il utilise le calendrier solaire, non pas Rumi, celui qui appartient à la tradition grecque orthodoxe, c'est-à-dire le calendrier julien, mais Frengi, donc venant d'Occident, le calendrier grégorien.
Donc c'est vraiment le 23 août, c'est simplement le millésime qui est resté dans la tradition Rumi, 92, pour dire 1876. Donc le 23 août 1876, il écrit à Safet Pacha, c'est une lettre qu'il écrit de Berlin, alors qu'il a été justement invité à rentrer à Istanbul. Vous vous souviendrez peut-être que Safet Pacha, le ministre des Affaires étrangères, et Ethem Pacha, ambassadeur à Berlin, seront les deux représentants de l'Empire ottoman à cette fameuse conférence de l'amirauté. Alors voici ce qu'il dit. Alors je vous donne le détail. Et je vous le lis. Je crois que je n'aurai pas besoin de vous le traduire, vraiment, puisque même en turc, il y a quand même des... bon, vous verrez bien. Bize constitution değil, institution lazımdır. En gros, ce n'est pas une constitution qu'il nous faut, mais des institutions. Parole sage, s'il en fut, que j'utilise énormément, mais hors contexte. Parce qu'il faut savoir que Ethem Pacha, justement, est un vieux de la vieille, c'est la vieille garde. Ethem Pacha, c'est un bureaucrate des Tanzimat, et ça n'est absolument pas un constitutionnaliste, un démocrate, au contraire. Il croit, dur comme fer, en la nécessité de civiliser la population de l'Empire par le haut, de lui imposer la modernité, de lui imposer des règles qui ont été testées en Occident. Vous vous souviendrez peut-être qu'il a fait ses classes à l'école des mines, ici même à Paris. Donc il est très imbu de la culture et de la civilisation occidentale, particulièrement française. Et par conséquent, lorsqu'il dit « ce n'est pas une constitution qu'il nous faut, mais des institutions », j'ai souvent utilisé ça pour critiquer la situation actuelle en Turquie. Puisque c'est ma théorie, c'est mon hypothèse, disons, que depuis Abdülhamid, nous vivons en Turquie sous le coup d'une tendance très forte à l'autocratie, à l'autoritarisme, qui se joue essentiellement par la conquête de l'État par des individus ou par un individu fort, ambitieux, qui utilise populisme, héroïsme, tout ce que vous voulez, pour saisir l'État et par conséquent pour le démanteler. Le démanteler dans ce qu'il a de plus régulier, démanteler l'État de droit. Et par conséquent, je crois dur comme fer qu'en ce moment, le problème en Turquie est un problème dû à cette faiblesse intrinsèque de l'État, le fait que ce que l'on associe dans un État moderne et un État de droit avec les institutions étatiques, les institutions principales, fondamentales de l'État, sont extrêmement faibles et ne peuvent résister au coup de boutoir d'un autocrate. Et par conséquent, aujourd'hui, Erdogan, allègrement, peut refuser d'obéir aux injonctions de la Cour constitutionnelle. Ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de problème pratique, politique découlant de ce refus d'obtempérer. C'est quelque chose d'extrêmement grave, puisque c'est la preuve même que l'État n'a plus les moyens de se défendre contre un gouvernement. La clé du mystère, c'est en quelque sorte cette distinction qui est, à mon avis, essentielle entre gouvernement et État. Un gouvernement n'est pas l'État. Mais dans le cas de la Turquie, que ce soit sous Abdülhamid, que ce soit sous les jeunes Turcs devenus unionistes, que ce soit sous le système kémaliste, la tendance est la même. Un gouvernement fort, soutenu plus ou moins par soit la population
de manière démocratique, c'était le cas d'Erdogan, soit par des forces qui peuvent en imposer à la population, je pense notamment à l'armée, dans le cas, l'armée et le judiciaire dans le cas du kémalisme, s'approprient l'État et par conséquent dénaturent les règles du jeu afin de légitimer leur pouvoir en tant que force gouvernementale qui s'associe, qui s'assimile à l'État. L'autre jour, Erdogan disait à Kılıçdaroğlu, qui est à la tête de l'opposition, alors qui lui représente bien sûr la veine kémaliste, encore vivante aujourd'hui, lui disait « Mais qui en Turquie va te donner l'État? Teslim etmek, remettre. » Donc ce n'est pas confier, c'est vraiment remettre. C'est donc que dans sa tête, si l'on a la majorité, on possède l'État et on en fait ce qu'on veut. Et on en tire la légitimité que l'on veut. Donc j'utilise souvent cette phrase d'Ethem Pacha pour montrer à quel point les institutions sont importantes, voire à la limite plus importante qu'une constitution, surtout si cette constitution, due à la faiblesse des institutions, n'est même pas suivie. Mais il faut reconnaître qu'il y a un contexte qui est différent, puisque Ethem Pacha, ce n'est pas à ça qu'il pense vraiment, d'autant plus que, vous vous souviendrez, en 1977, lorsque Mithat Pacha sera démis de ses fonctions, il sera remplacé par Ethem Pacha, et Ethem Pacha sera le grand vizir d'Abdülhamid pendant une année. Donc les velléités autocratiques d'Abdülhamid ne l'ont pas vraiment trop gêné. Son problème est tout autre. C'est un des piliers des Tanzimat, et par conséquent, il considère que la dérive constitutionnaliste est quelque chose qui met en danger le progrès dans lequel eux-mêmes se sont engagés. Et que par conséquent, si l'on commence à consulter le peuple, on ne pourra plus avancer, puisqu'il est en quelque sorte convaincu que ce n'est qu'à coup de trick que le système va changer, ce qui est une forme d'orientalisme, mais je ne développerai pas ça au-delà. D'ailleurs, la phrase qui précède, que je n'ai pas soulignée, Avrupa'da cümlenin efkarı dahi bu merkezdedir. En Europe, tout le monde pense de même. C'est-à-dire qu'il reflète, et ça c'est vrai, c'est la pensée européenne, c'est-à-dire qu'une constitution dans un empire qui n'a pas encore assis son état de droit, qui n'a pas encore développé sa bureaucratie et le cahier des charges en quelque sorte d'un État moderne, c'est un risque que de s'engager dans la voie d'une constitution. Donc c'est un conservateur, c'est quelqu'un qui veut protéger ses prérogatives, mais qui croit que ces prérogatives sont essentielles pour la survie de l'Empire ottoman, puisqu'ils sont tous convaincus, et ils n'ont pas vraiment tort, que l'ouverture vers le constitutionnalisme est une invitation pour les provinces non musulmanes de se lancer dans une aventure indépendantiste, autonomiste, et que par conséquent, ce qui pend au nez de l'Empire lorsqu'il s'engage dans la voie du constitutionnalisme, c'est la sécession. C'est la sécession notamment des Balkans et à long terme d'autres provinces qui verraient dans cette représentation une légitimation en quelque sorte de leurs différences et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, même si Wilson n'est pas encore là. Donc, troisième, alors les islamistes sont contre, les purs et durs du Tanzimat, eux aussi, sont contre, et puis vous avez quelque chose qui est partagé par une très grande partie de l'élite et de la population, c'est justement que la Constitution est un instrument du diable, c'est-à-dire de l'Europe. C'est-à-dire que la Constitution est quelque chose qui est voulu par les puissances européennes essentiellement pour libérer,
pour émanciper les populations non musulmanes et forcer les Ottomans dans l'acceptation des conditions qui ont déjà été imposées en 1956, la reconnaissance de la citoyenneté de tous les sujets du sultan. Et que par conséquent, surtout dans le contexte de cette conférence de Constantinople, qui a pour objectif essentiel de réduire la souveraineté de l'Empire ottoman dans les Balkans et de la remplacer par quelque chose qui, en gros, rappelle l'expérience libanaise, c'est-à-dire la nomination de gouverneurs chrétiens contrôlés et protégés par les grandes puissances, c'est déjà une forme d'autonomie. C'est le système qui a été imposé aux Ottomans, mais que les Ottomans ont épousé sans trop de problèmes, parce que le Liban, c'est loin, le Liban, c'est petit, et le Liban, après les massacres de 1860, c'était une plaie qu'il fallait à tout prix refermer pour éviter justement l'ingérence des grandes puissances. La France était prête à intervenir en Syrie et au Liban en 1860, à la suite des massacres. Et par conséquent, les Ottomans ont vu dans la cession, en quelque sorte, de privilèges, d'un statut particulier, d'un statut autonome au Liban, une solution qui pourrait contrecarrer ou du moins ralentir le processus d'ingérence des grandes puissances et celui de l'autonomie que beaucoup de provinces revendiquaient déjà. Pareil pour la Crète. Donc, ils sont parfaitement conscients que le Parlement, c'est en quelque sorte le début de la fin, même si beaucoup sont convaincus que c'est une nécessité et que c'est l'objectif premier si l'on veut vraiment créer une nation ottomane. Plus personne n'y croit vraiment et par conséquent, ils sont conscients que ce serait jouer le jeu des indépendantistes et des grandes puissances que d'accepter cette constitution. Donc la constitution est très mal partie. D'autant plus qu'elle a été bâclée et qu'elle a été utilisée par Miktat Pacha pour essayer justement de contrecarrer les visées des grandes puissances. Un album dans la collection Ömer Koç à Istanbul, un album des premiers députés, des députés du Parlement ottoman de 1877. Il y en a 115 de députés, pour une population qui frise les 25-30 millions. L'album est très intéressant parce qu'il permet justement de voir un peu la variété. Alors, pour qui sait lire ou qui sait reconnaître dans les noms l'origine ethnique ou religieuse des individus, vous voyez par exemple qu'un Yanako Efendi, député d'Aydın, Aydın c'est la région d'Izmir, c'est un grec. Mehmed Ali Efendi, député de Sivas, c'est un Turc, entre guillemets. Ali Efendi, pareil pour Trébizonde. En revanche, le cheikh Ali Efendi, député du Yémen, c'est un arabe pur souche. C'est vraiment, on voit un peu la distribution des ethnies et des religions. Nofil Bey, député de Tripoli de Syrie, c'est un chrétien arabe. Sahak Efendi Yavrumian, député de Brousse, c'est un Arménien. Donc c'est très intéressant, surtout, encore une fois, les images. Les images sont très parlantes. À part ce digne descendant de Jalaluddin el-Rumi, donc un Çelebi, hein, c'est Hassan Çelebi Efendi, député de Konya. Vous savez que Konya est le centre historique de la présence de Mevlana Jalaluddin Rumi, Rumi, le grand philosophe du XIIIe siècle, etc. Et la descendance de Rumi est à la tête de la confrérie des derviches que l'on appelle tourneurs, les Mevlevi. Hein, bon. Ce Çelebi, on voit bien que c'est un de ses descendants et on le reconnaît à sa coiffure.
Mais il est intéressant de voir que les deux seuls qui détonnent dans cette mixité de races, d'ethnies et de religions, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans, l'un parce qu'il est descendant d'une confrérie, représentant d'une confrérie, et l'autre parce qu'il est du Yémen. C'est presque un sujet colonial. Je vous avais dit qu'Abdulhamid essaiera de faire passer les possessions ottomanes distantes comme des éléments coloniaux afin de représenter son empire comme un empire colonial. Pour les autres, rien ne les distingue. Ils ont tous la même stambouline, cette redingote qu'ils portent depuis les années 1830-40, et le même fez. D'un certain point de vue, cela prouve bien qu'il y a vaguement une nation ottomane. Quand on voit qu'un grec, un arménien, un musulman portent le même costume et qu'ils participent d'un même projet parlementaire, on comprend que certains aient eu l'espoir de voir là la naissance d'une nation. Alors quand on voit la distribution de ces députés, vous avez à gauche la répartition des sièges, et là le détail de cette même répartition. Vous avez en gros à peu près 50, je ne me souviens plus exactement des proportions, mais enfin bon, environ 60% de musulmans contre le reste de non-musulmans. Et parmi les non-musulmans, vous avez une majorité de Grecs orthodoxes, suivis par les Arméniens, les Juifs et les chrétiens arabes. Une assez bonne représentation de la population ottomane. D'ailleurs, si vous regardez à l'échelle impériale, à l'échelle de l'Empire, vous voyez qu'il y a, dans tous les cas, une sorte de répartition entre les deux grands groupes, les musulmans et les non-musulmans. Alors, bien sûr, dans les Balkans, les non-musulmans seront surtout des Grecs, et par grec, j'entends grec orthodoxe, donc c'est le terme religieux que j'utilise. En Syrie, ce sont des chrétiens arabes. Dans le cas de Bagdad, c'est un juif, puisque la communauté juive de Bagdad est très, très importante. Et puis, dans certains cas, vous verrez qu'il n'y a qu'une petite pastille rouge. C'est le cas du Hejaz et du Yémen, qui sont vraiment à 100% musulmans. C'est pareil pour la Tripolitaine et pour certaines provinces de l'Anatolie, notamment Kastamonu, qui est apparemment très densément peuplée de musulmans. Le cas de la Crète est spécial puisque la population est à peu près divisée en deux entre les chrétiens et les musulmans, et s'il n'y a qu'un musulman qui arrive au Parlement représentant la Crète, c'est parce que les Grecs ont refusé de participer. La Crète est en rébellion. La Crète ne veut pas jouer le jeu. La Crète, depuis 1840-45, mais en particulier depuis 1866, a des velléités de sécession ou d'autonomie, soit de rattachement à la Grèce, soit d'autonomie, et par conséquent, en 77, les Grecs de Candie, comme on disait, refusent de participer au jeu politique. D'une manière générale, on a tendance à voir une sorte de sous-représentation des non-musulmans. Mais ça n'est pas forcément le cas si l'on voit la proportion démographique des deux groupes. Il est vrai que les non-musulmans forment pratiquement la moitié, la différence est vraiment minime entre les deux. Nous sommes en 72-74, le problème c'est qu'il n'y a pas de recensement à cette date-là et nous ne pouvons travailler qu'avec des estimations de la population. Mais s'il est vrai que les non-musulmans sont réduits à 40% dans leur représentation parlementaire, 40-47, c'est encore tolérable. Le problème, d'ailleurs, n'est pas vraiment là. Le problème est que la sous-représentation touche tout le monde. C'est intéressant de voir que si vous séparez l'Europe de l'Asie dans cet empire,
Les provinces européennes, vous avez là la liste, Istanbul que je compte en Europe, Edirne, Shkodër, Scutari d'Albanie comme on disait, les provinces danubiennes, Janina, Salonique, la Bosnie et la Crète. Si l'on regarde ces provinces-là, on voit effectivement, parce que là vous n'avez que les non-musulmans, donc en bleu la représentation au Parlement et en rouge le poids démographique des non-musulmans. Vous voyez qu'en Europe, systématiquement, les non-musulmans sont sous-représentés au Parlement. Pas de beaucoup dans certains cas, mais ils le sont. En Asie, c'est l'inverse. Étrangement, en Asie, vous avez une sous-représentation ou une surreprésentation des non-musulmans, ce qui prouve que les choses ont été assez mal gérées, d'autant plus que le problème de base est celui des élections. Il n'y a pas vraiment d'élections. Il n'y a des élections qu'à Istanbul même, et encore, là, ce sont des élections à deux temps, puisque vous avez des corps d'électeurs qui sont formés par des électeurs et qui, eux, vont choisir les députés. C'est un processus extrêmement compliqué et surtout, il y a une telle faiblesse de la participation aux élections que, franchement, il n'y a pas vraiment de représentation de la volonté populaire. Dans les provinces, le problème est pire, puisque dans les provinces, il s'agit d'une sous-représentation de toute la volonté populaire parce que la plupart des députés sont en fait des fonctionnaires. Ce sont les administrateurs des provinces qui finissent par dresser des listes de leurs propres membres, des comités et des conseils locaux, et qui en choisissent quelques-uns pour les envoyer à Istanbul. Donc, constitution bâclée, élection bâclée aussi, et par conséquent, un grand problème de légitimité qui se pose dès le départ de cette expérience parlementaire. D'ailleurs, le processus sera très rapidement grevé par la guerre. Je vous l'avais dit, l'année 76 est caractérisée par des insurrections et une guerre contre la Serbie et le Monténégro. En 1877, le 14 avril, la Russie déclare la guerre à l'Empire ottoman. C'est quelque chose qui couvait depuis l'année précédente. La Russie a des visées sur les Balkans, non pas d'occupation, mais simplement de création d'une zone d'influence panslave. Le panslavisme est extrêmement fort à cette époque-là, et la Russie veut se créer une zone d'influence parmi toutes ces populations qui sont soit d'origine slave, soit orthodoxes. On essaye de jouer sur ces deux éléments. Et les grandes puissances voient ça d'un très mauvais œil, c'est-à-dire que la politique des grandes puissances, lorsqu'elles essayent d'enrayer la violence dans les Balkans en imposant une sorte de droit de regard des grandes puissances, c'est aussi pour empêcher le droit de regard de la Russie, c'est pour empêcher l'expansion politique, idéologique de la Russie dans cette région. Et par conséquent, la Russie attend la moindre occasion pour se lancer dans une aventure qui irait au-delà de la simple influence et qui pourrait démanteler l'Empire ottoman. On le sait depuis le début du XIXe siècle, la Russie a des visées sur les détroits, sur les territoires ottomans, sur Constantinople, sur la Troisième Rome, sur ce que représente l'Empire ottoman et ses populations orthodoxes qui pourraient être ramenées dans le giron d'un empire russe. Et par conséquent, Mithat Pacha, pour enrayer la politique des grandes puissances, va s'aborder la conférence. Il essaye dans un premier temps de la s'aborder en lançant sa sensationnelle constitution le jour de la première séance, mais ça ne marche pas.
Et par conséquent, au fur et à mesure, il voit bien qu'il faut utiliser les grands moyens. Et les grands moyens, c'est tout simplement de rejeter entièrement les propositions de la conférence et de le faire par le biais de ce conseil supérieur qui a été inventé de toutes pièces et qui, en l'absence d'un Parlement, joue le rôle d'une sorte d'instance représentant la volonté du peuple. Vous vous souviendrez de cette gravure qui représentait tous les officiers de la porte avec le patriarche grec, arménien, etc. Et c'est ce qui va déclencher la rupture des relations avec les grandes puissances et l'entrée en guerre de la Russie. Mithat Pacha est parfaitement conscient du fait que la rupture de la conférence est quelque chose qui invitera la Russie à utiliser ses propres moyens pour se lancer dans la défense des peuples balkaniques, de la Serbie, du Monténégro et surtout des Bulgares martyrisés pendant l'année 1876. Donc, rupture des relations avec une belle gravure qui représente le départ de l'ambassadeur de Russie du palais de l'ambassade de Russie, qui se trouve encore au même emplacement sur l'avenue d'Istiklal à Istanbul, et à nouveau ces vents guerriers. Vous vous souviendrez, je vous avais montré des images de pop serbes rameutant les volontaires serbes et de volontaires musulmans. Et là, vous avez de nouveau une image signée Julien Viau, donc Pierre Loti, qui représente, je pense qu'il est intéressant de lire vraiment la légende en entier, les softas portant d'anciennes armes et d'anciens vêtements trouvés dans les mosquées promènent les vieux drapeaux verts de Mahomet. Alors, c'est un peu n'importe quoi, les vieux drapeaux verts de Mahomet, mais il a bien capté le côté symbolique de cet embrigadement des volontaires, des softas. C'est une volonté populaire de participer à une forme de djihad. C'est une guerre qui s'inscrit dans l'islam. Donc, encore une fois, je vous rappelle, islam et modernité. Nous sommes en train d'aller vers une guerre qui sera tout ce qu'il y a de plus moderne, mais avec des moyens et avec une symbolique qui est très profondément ancré dans la tradition islamique, d'autant plus que, encore une fois, nous sommes dans l'après-constitution, à une époque où les softas, justement, sont déçus par le tour qu'a pris la politique et qui veulent, par conséquent, participer à un véritable engagement au nom de la religion, au nom de l'islam, au nom du sultanat. Donc voilà ces volontaires. Les voici aussi dans le cas des Zeybeks. Je vous avais dit qu'il y avait plusieurs types de volontaires et d'irréguliers. Les Zeybeks sont les plus connus à cause de leur coiffe très particulière et on les connaît depuis la guerre de Crimée parce qu'ils ont été maintes fois représentés par les artistes occidentaux. Donc l'Empire ottoman s'en va en guerre. Il s'engage dans une guerre qui aura des conséquences catastrophiques, désastreuses pour l'Empire, puisqu'il sera en moins d'une année battu à plate couture. Ce qui est intéressant, et je crois que ça participe justement de cette idée de modernité, c'est la première fois que les Ottomans vont utiliser de la propagande. Et la source d'inspiration est évidente. Je vous ai déjà donné beaucoup d'exemples des répercussions des massacres perpétrés, de la violence dont furent l'objet les Bulgares pendant l'insurrection de 1876. Les Ottomans ont appris leur leçon. Alors, contrairement à ce que Gladstone disait, que la seule leçon qu'ils avaient apprise, c'était de recommencer dans l'impunité. En fait, il y a une autre leçon. Ils se rendent compte que l'opinion publique en Occident
est très importante et que, en fait, c'est quelque chose qui pourrait être exploité même dans l'Empire. Et cette image en est un exemple frappant, puisque ce sont des blessés turcs et leurs médecins. Alors, une photographie très répandue à Constantinople, communiquée par messieurs Abdullah Frères. Abdullah Frères, cette famille, cette fratrie de photographes arméniens qui avait un studio à Istanbul, le plus grand studio de l'époque. On voit donc des soldats ou des civils ottomans mutilés par les Serbes ou les Monténégrins et deux médecins britanniques qui les encadrent. C'est la première fois que l'on voit les Ottomans se lancer dans une sorte d'image en miroir de ce qui leur avait été imposé l'année précédente, et d'ailleurs pratiquement à chaque guerre. Évidemment, jusqu'à quel point est-ce que cela fait de l'effet en Occident? Je n'en suis pas sûr, d'autant plus que ces images sont rares, et puis elles sont souvent accompagnées de commentaires qui, quand même, sont intéressants. Cette photographie a été très répandue non seulement à Constantinople, mais à l'étranger, où les Turcs ont intérêt à montrer qu'ils ne sont pas les seuls barbares de la péninsule des Balkans. Nous la publions nous-mêmes à titre de curiosité et sans commentaire, n'ayant pas à représenter de blessés serbes ou monténégrins, les Turcs en guerre ne faisant pas de quartier. Alors bon, vous voyez que la manière dont c'est utilisé, il y a quand même des préjugés, ou alors une vérité, peu importe, mais on voit bien que l'opinion publique en Occident est quand même très profondément ancrée dans cette vision du Turc barbare et des victimes chrétiennes, et les événements de Bulgarie les ont confirmés. Donc c'est avec un sourire en coin et un grain de sel que cette image est acceptée. Ce qui est intéressant, c'est que quelques jours plus tard, elle sera reprise dans la presse illustrée ottomane qui fait ses débuts à cette époque-là, d'où la qualité de l'image, avec non pas un texte, mais simplement une légende calligraphiée qui dit « Karadağlıların muamele-i vahşiyelerine giriftar olanların fotoğrafla alınan resmidir ». Image prise par photographie, je traduis littéralement, image prise par photographie de ceux qui ont été victimes de l'action barbare, sauvage des Monténégrins, Karadağlılar. Donc la même image utilisée à des fins de propagande interne. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a une souffrance des populations musulmanes, une souffrance dont on se rendra compte notamment à la fin de la guerre, lorsque la plupart des territoires balkaniques seront perdus et qu'il y aura un flot de réfugiés qui vont converger vers l'Anatolie, dernier recours pour survivre. Et la presse occidentale de l'époque représente assez fréquemment des prisonniers turcs. Encore une fois, la modernité est encore très récente. Ce n'est que depuis les années 1850-1860 qu'on parle de Croix-Rouge, qu'on parle du droit des prisonniers capturés en guerre, le droit des civils. C'est vraiment une terminologie, l'aide humanitaire d'une part et les règles de la guerre de l'autre sont des innovations qui sont en train de transformer la manière dont on perçoit et l'on gère la guerre. Et la guerre de Crimée était un point de départ. C'est une des premières guerres vraiment internationales du XIXe siècle. Donc, dans les années 70 et lors du conflit russo-ottoman de 77-78, on verra certains de ces principes mis en application, ou du moins des répercussions dans la presse du souci de l'opinion publique pour voir un peu plus nettement non seulement des batailles et des événements guerriers, mais aussi les coulisses de la guerre avec les souffrances de la population, des populations victimes. Et dans ce cas, les Ottomans ou les musulmans des Balkans sont bien sûr
très visible, pour la bonne et simple raison que l'avancée russe est remarquable, très rapide, et que par conséquent, la plupart des victimes sont effectivement des musulmans. Donc, plein de représentations comme ça, de familles turques campées sous la garde des Russes dans un ravin en arrière de la ville. C'est la première fois que l'on voit des populations musulmanes dépeintes comme des populations civiles. C'est quelque chose qui est extrêmement rare. N'oublions pas que le syndrome de la guerre d'indépendance grecque est quelque chose qui a en quelque sorte créé une image unique du Turc, entre guillemets, comme guerrier, comme perpétrateur de toutes sortes de massacres, oubliant que même pendant la guerre d'indépendance, il y a des populations entières de la Morée et de la Grèce du Nord qui ont été forcées à l'exil dans des conditions souvent terribles, voire même qui ont été massacrées par les insurgés grecs. Mais cette partie du conflit était généralement masqué par la combinaison de cette habitude qu'il y avait à dépeindre la violence émanant des Turcs, l'orientalisme, tout ce que vous voulez. C'est la première fois que les Ottomans sont de temps en temps, du moins, dépeints avec une forme de pitié. Et d'ailleurs, voilà deux documents qui prouvent à quel point les Ottomans essayent de profiter de cette occasion qui leur est donnée. Voici une lettre de l'ambassadeur ottoman à Londres, Musurus Pacha, Kostaki Musurus ou Constantin Musurus, qui est grec et qui est ambassadeur à Londres et qui écrit en français, s'il vous plaît, au ministre Server Pacha, et ça c'est typique de cette acculturation que l'on sent, et surtout dans les rangs de la diplomatie ottomane, et qui lui écrit qui le remercie de lui avoir transmis des photographies représentant quelques-unes des victimes des atrocités commises par les Russes et les Bulgares. Et il dit que dans une entrevue que j'ai eue dernièrement avec Lord Derby, je lui ai montré ces photographies et il en a été très péniblement impressionné. J'en ai fait publier aussi dans le Morning Post, etc. On voit que la tactique a complètement changé. Il faut désormais se présenter en victime, essayer de contrecarrer la propagande qui avait été faite par la presse occidentale et par des acteurs politiques comme Gladstone, et essayer de prouver que cette fois-ci, ce sont les populations musulmanes qui sont en train de souffrir. C'est une campagne que l'on retrouve aussi à Vienne. À Vienne, c'est Turhan Bey, futur pacha, qui est intérimaire à cette époque-là à Vienne et qui dit à peu près la même chose, me conformant aux ordres de votre Excellence et du nouveau Server Pacha, ministre des Affaires étrangères, je fais voir ces lamentables images à toutes les personnes qui visitent l'ambassade impériale. Je les ai également montrées aux directeurs et aux correspondants des principaux journaux de l'Autriche, etc. Donc ils sont en train de s'investir dans une propagande de sympathie à l'égard des populations musulmanes et par conséquent de l'Empire. Et voilà les photographies en question. Les photographies que l'on retrouve dans les archives de l'État ottoman, ce sont des photographies du studio Sebah. Pascal Sebah est un photographe d'origine chrétienne arabe, d'origine syrienne, un des grands studios avec Abdullah frère, etc., de Constantinople, et on sent bien qu'il a été commandité par le gouvernement pour prendre des photos surtout de femmes, hein, c'est comme ça que l'on bâtit une image de victimisation des femmes et des enfants ayant souffert de mauvais traitements et de sévices de la population de l'armée bulgare, des populations bulgares et de l'armée russe. Et
nous avons dans le monde illustré, c'est la seule image que j'ai pu trouver qui soit vraiment dérivée de cette campagne ottomane, cette représentation où nous recevons d'autre part un dessin d'un intérêt très vif que dans notre impartialité vis-à-vis des belligérants, nous croyons pouvoir mettre sous les yeux du public. Nous avons montré les Russes coupés en morceaux, des têtes coupées, des corps brûlés vifs par les irréguliers turcs. Il paraîtrait que les irréguliers bulgares n'ont pas eu, dans ces derniers temps, plus de ménagement pour leurs ennemis, si l'on en juge par le dessin de notre nouveau correspondant du côté des Turcs, qui nous représente l'hôpital d'Andrinople et d'Ivneh, avec les femmes blessées dans les combats d'Eskizara, en Bulgarie et autres lieux. Navrantes représailles qui font maudire de plus en plus cette lutte acharnée de deux peuples qui se partagent les sympathies de notre pays. Donc on essaie d'équilibrer un peu le commentaire. Mais ce qui est intéressant, et nous devons à l'historienne bulgare Martina Baleva l'étude de ces images, de ces photographies, dans un article très intéressant que je vous conseille de lire si vous en avez le temps, The Empire Strikes Back, l'Empire riposte, c'est une référence bien sûr à Star Wars, Image Battles and Image Frontlines during the Russo-Turkish War of 77-78. Et il y a une version allemande, pour ceux que cela intéresserait, je n'essaierai même pas de prononcer ça, les images du front russo-turc pendant la guerre de 1877. Et c'est elle qui a établi un parallèle tout à fait fascinant entre l'image que je viens de vous montrer, cette image des femmes de l'hôpital d'Andrinople, et les photos que je vous avais montrées un peu avant. Vous voyez comment c'est un collage, c'est un photoshopping, si vous voulez, de ces images. On reconnaît plusieurs de ces images qui ont été coupées et collées pour reconstituer une scène, ce qui est intéressant parce que ça vous indique comment la presse illustrée fonctionnait à cette époque-là. On arrive à identifier au moins 4 des photos que je vous avais montrées qui ont servi d'inspiration pour regrouper des cas individuels et en faire une scène inventée, mais qui est probablement représentative de quelque chose que les journalistes de l'époque avaient observé sur le front ou près du front. Les images sont souvent intéressantes. Celle-ci retient particulièrement mon attention parce que justement, elle joue avec le contraste que l'on suppose entre islam et modernité. Vous avez la modernité, vous avez le canon d'un cuirassé ottoman pendant la guerre, donc c'est l'illustration du 25 août 1870, avec les canonniers et les matelots priant parce qu'ils sont musulmans. Donc comment représenter un soldat musulman dans le contexte d'une guerre? Comment le représenter avec tout l'exotisme et toutes les particularités qu'on attache à son identité? Eh ben on va le représenter en train de prier. Et franchement, pour qui connaît la peinture orientaliste de l'époque, je crois qu'il y a un parallèle très intéressant à établir entre cette image et l'image de Jean-Léo Gérôme, Prière au Caire, de 1865. Il est probable que pour l'illustrateur, parce qu'encore une fois, ces illustrateurs, ils ne font qu'utiliser des images qu'ils superposent pour créer la scène qu'ils veulent rendre et faire parvenir au lecteur. Je pense qu'il a été fortement inspiré par soit la prière au Caire, soit un autre tableau, et il y en a quand même un bon nombre, du même genre, qui représentait les musulmans en train de faire ce qu'ils savaient le mieux faire, c'est-à-dire prier. C'est un peu ça l'orientalisme, c'est le fait de compacter, de réduire une identité à une caricature de soi. Enfin, quoi qu'il en soit, la guerre se termine avec un désastre. Il y a un épisode qui est particulièrement bien connu parce que c'est un épisode chevaleresque, c'est la résistance de Gazi Osman Pacha, enfin
Osman Pacha, qui deviendra Ghazi, référence au fait que c'est un vétéran et qu'il a servi pendant la guerre, qui résiste dans la forteresse de Plevna, pendant très longtemps, qui est assiégée par les Russes et qui finit par devoir se rendre. Et là, on a un peu cette vision chevaleresque des officiers, une fois que les hommes sont morts, n'est-ce pas, les officiers qui échangent de bons procédés, un peu dans la tradition un peu aristocratique des armées. C'est un événement qui, encore une fois, fait redorer le blason, qui redore le blason des Ottomans, tout en les présentant, encore une fois, comme une noble victime, des gens qui ont su résister et qui ont été reconnus par leurs ennemis comme de vaillants défenseurs de leur territoire. Mais dès janvier 78, les armées russes arrivent d'abord jusqu'à Andrinople, jusqu'à Edirne, à peine 250 km d'Istanbul, et puis à Istanbul même, puisque c'est à San Stefano, Aya Stefanos, un faubourg d'Istanbul. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la ville, c'est l'emplacement à peu près de l'ancien aéroport d'Istanbul, Yeşilköy. Donc c'est vraiment aux portes de la vieille ville. Les troupes russes arrivent là et forcent. Là, c'est un tédéum organisé par le grand-duc Nicolas, qui est à la tête des troupes, et force les Ottomans à capituler et à signer le traité dit de San Stefano ou d'Aya Stefanos, qui est un traité qui a des signé à des conditions absolument épouvantables pour l'Empire, puisqu'il s'agit de payer des réparations, mais surtout des pertes territoriales et des pertes de souveraineté dans les Balkans qui sont tellement intolérables que l'Angleterre interviendra et que le traité de San Stefano sera corrigé quelques mois plus tard à Berlin avec un traité international, le dernier de ces grands traités internationaux à la mode de 1856, à la mode du traité de Paris avant la Première Guerre mondiale, et on corrigera un peu le tir, c'est-à-dire qu'on réduira les pertes territoriales de l'Empire ottoman, mais les conséquences seront quand même catastrophique, puisque la plupart des territoires insurgés dans les Balkans acquerront soit l'indépendance, soit l'autonomie. L'autonomie, par exemple, pour la Bulgarie qui était devenue pratiquement ce qu'elle est aujourd'hui à Aya Stefanos, mais qui sera réduite de moitié avec la création d'une sorte de zone autonome appelée la Roumélie orientale par le traité de Berlin. L'autonomie de l'indépendance de la Roumanie, c'est vraiment la désintégration, le démantèlement des provinces européennes de l'Empire. C'est bien sûr les réparations qui vont grever encore plus la crise financière et économique de l'Empire, et c'est le rappel de la nécessité de réformes dans l'Empire ottoman afin de permettre l'émancipation de certaines provinces. Et c'est le début de la question dite arménienne, puisque c'est après 78, c'est en 78 à Berlin que la mention sera faite pour la première fois d'accorder un statut d'exception à 6 provinces orientales, 6 provinces d'Anatolie orientale, dont la population, où le poids démographique de la population arménienne est assez important pour justifier un traitement particulier qui tiendrait compte justement de cette particularité, qui tiendrait compte de la présence d'une forte population arménienne et qui par conséquent bâtirait en quelque sorte les prémices d'une forme d'autonomie, la première version de ce qui est appliqué aux Balkans en Anatolie, si l'on accepte bien sûr le Liban. Donc c'est un désastre, mais c'est un désastre aussi humain. C'est-à-dire que, ainsi que le représentent beaucoup d'images contemporaines, des centaines de milliers de réfugiés musulmans chassés de
des terres qu'ils occupaient depuis des siècles, doivent se réfugier en Anatolie. Donc, c'est le début, en quelque sorte, de la création de la Turquie telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque c'est ce rétrécissement, c'est ce repli vers l'Anatolie qui caractérise la démographie des années qui suivent la défaite de 1878. C'est-à-dire que les Russes ont en quelque sorte réalisé manu militari ce que Gladstone préconisait en 1976, le fait de chasser cet intrus de l'Europe, chasser les Turcs de l'Europe et les obliger à se réfugier dans les steppes, les plaines qui leur appartenaient, c'est-à-dire l'Asie d'une manière générale, mais en particulier, bien sûr, l'Anatolie, dernier refuge, en quelque sorte, d'un empire d'un empire peau de chagrin qui est en train de perdre tous ses membres dans les Balkans. Et ceci va avoir une conséquence directe sur la démographie de l'Empire. Et c'est ce que je relie à la question de l'islam et de la modernité, puisque la politique islamiste d'Abdulhamid, elle va reposer sur justement ce changement démographique, elle va se reposer sur la réalisation que désormais la carte de l'ottomanisme, la carte de l'égalité, la carte est une carte qui n'offre guère d'espoir et de perspective pour le futur, et que si il veut conserver son empire et son pouvoir, il n'y a qu'une carte à jouer, c'est la carte de la majorité démographique désormais de ces territoires, c'est-à-dire les musulmans, et que par conséquent, il va inverser complètement la tendance des Tanzimat, une tendance qui, d'un bon gré, mal gré, allait vers une sorte de communion des communautés ou un espoir de communion des communautés autour d'un principe d'union politique sous une identité ottomane. Là, il va se replier, comme les populations des Balkans, il va se replier sur une identité islamique. L'identité turque n'est pas encore là. Elle poindra dans 20 ou 30 ans, mais l'identité islamique est la seule identité sur laquelle il puisse vraiment fonder sa politique, puisque, je vous le disais, dès le départ, c'est un grand stratège de la faiblesse. C'est-à-dire que toute sa politique est fondée sur l'idée qu'il faut tirer le plus grand profit d'une situation de faiblesse. Il faut non pas essayer de reconquérir ce qui n'est pas possible de reconquérir, non pas, il ne faut absolument pas se lancer dans des aventures qui sont vouées à l'échec, il faut pactiser avec le diable, c'est-à-dire avec l'Europe, et c'est pourquoi il cédera par exemple l'île de Chypre à l'Angleterre, en contrepartie en quelque sorte de son intervention lors du congrès de Berlin, et à l'échelle nationale, il va se diriger, il va se tourner vers la seule portion de la population qu'il juge être loyale, en qui il peut avoir confiance, les musulmans. Et par conséquent, son idéologie, son développement d'une politique islamiste et voire pan-islamiste va trouver ses origines dans une situation de fait qui suit la défaite de 1878 et ce changement, ce bouleversement de la démographie avec l'afflux des réfugiés des Balkans après la défaite de janvier-février 1878. Voilà, nous reprendrons la semaine prochaine avec les dernières tentatives de stabilisation et nous parlerons un peu de la manière dont il établira son régime autoritaire autocratique. Je vous remercie pour votre patience et à la semaine prochaine.